Mais je vais faire circuler ce document pour que les autres parties le voient, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur le témoin, bonjour. Maître. Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, je comprends que la lettre non expurgée est versée au dossier de l'affaire. Et dans ce cas, pour suivre vos instructions, Monsieur le Président, je ne poserai pas de questions puisque mes questions avaient trait naturellement à l'identité des personnes dont le nom était expurgé. Donc, je n'en parle pas publiquement. La lettre est versée au dossier de l'affaire. La représentante du bureau du procureur connaît cette lettre. Enfin, connaît les noms au moins. Non Madame Park, non, pas du tout. Nous n'avons jamais vu ce document. Le président est bien, veuillez, s'il vous plaît, présenter le document au bureau du procureur et nous mettrons ensuite la lettre dans le dossier. Nous l'inscrirons au dossier. Thank you, Your Honor. Madame Park, je vous remercie, Monsieur le Président. Obviously, all the other parties. Et veuillez, s'il vous plaît, Monsieur l'huissier, montrer cette lettre à toutes les parties. Et on lui donnera une cote. On le versera au dossier et on passera à autre chose. Just give it to the court of the we make. Nous, le président, nous allons faire une copie pour le témoin et nous rendrons ce que nous allons appeler l'original. Non, ce que nous avons appelé l'original et que nous avons entre nos mains, nous allons le garder et nous donnerons une copie au témoin. Maître Altit, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, monsieur, nous nous sommes quittés hier alors que nous parlions du capitaine Zoloua. Vous vous souvenez? Oui, d'accord. Alors, j'ai une question à son propos. Est-ce qu'à votre connaissance, le capitaine Zoloua avait effectué d'autres détachements en plus de celui qu'il effectuait auprès du SECOS? Je ne comprends pas bien la question, maître. Je la reprends. À votre connaissance, le capitaine Zoloua, bon, il était détaché au SECOS, naturellement. Mais avait-il eu ou allait-il avoir d'autres détachements ailleurs? En tout le temps que j'étais en responsabilité aux SECOS, le capitaine Zoloua était au SECOS, à la division des opérations
et de la planification. D'accord. Alors, je vais vous citer votre déclaration antérieure, faite aux enquêteurs du bureau du procureur. Les références sont 0051-0392, page 0395. J'attends un petit peu que tout le monde soit prêt. Alors, vous avez dit, on va commencer la page 0393. Vous avez dit, à la ligne 0393. Vous avez dit, je cite, personne entendue. Il était détaché au SECOS, mais il faut dire que à un moment donné, il était détaché au Congo. Il est resté pendant quelques années au Congo, donc il n'était même plus au SECOS. Il est resté longtemps au Congo, détaché dans le cadre de missions de l'ONU au Congo. Mission de l'ONU au Congo, fin de citation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ah, d'accord. Je vous ai dit hier que l'ensemble des personnels du SECOS ne sont pas administrés par le SECOS. C'est ce que j'appelais. Ils sont toujours sous l'autorité organique de leur corps d'origine, qui peut les retirer à tout moment et qui peut nous les réaffecter ou ne pas nous les réaffecter. Le capitaine Zoloa a été retiré, rappelé par la gendarmerie à un moment donné. Et par la suite, la gendarmerie, à la demande, parce qu'il y a toujours un test à l'ensemble, au niveau de l'ensemble des officiers, on dit qu'il y a un test pour aller soit à Haïti, soit au Congo. Et donc, il a passé le test pour le compte de la gendarmerie. Quand il a réussi au test, il a été détaché au Congo. Mais ça, ce n'est pas sous l'autorité du SECOS. C'est quand il était dans son corps d'origine, c'est-à-dire la gendarmerie nationale. D'accord. Toujours à propos du capitaine Zoloa, vous nous avez dit aux pages 12 et 13 du transcrit français du 28 mars dernier qu'il était malade pendant toute la crise. Et je vais vous citer. Pendant toute la durée de la crise, il était malade. Donc il était chez lui, malade. Et donc avant que je quitte, il était chez lui. Fin de citation. Pouvez-vous, monsieur, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur sa maladie, si vous en savez plus? Je confirme que le capitaine était malade. Et le médecin de l'école de gendarmerie a attesté de sa maladie. Et donc, il avait un repos sanitaire qui a duré toute la période de la crise. Et donc, il n'était plus opérationnel, il n'était plus sur le rang pendant toute la durée de la crise. D'accord. Alors, je vais lire votre déclaration faite aux enquêteurs du bureau du procureur. Les références sont 0051-0392, page 0397. Et je cite. Intervieweur 1, est-ce que vous savez quelle était sa maladie?
Je me réfère, pour être plus de précision, et pour mes confrères, je me réfère à la ligne 158. Intervieweur 1, est-ce que vous savez quelle était sa maladie? Personne entendu. Il a eu, au cours d'une séance d'instruction, je crois, il a été blessé. Et donc, il est resté chez lui pendant tout le temps. Intervieweur 1, pendant combien de temps? Personne entendu. Ah, puis ça a duré. Il était indisponible pendant au moins 2 mois. 1. Intervieweur 1, d'accord. Personne entendu. Depuis un peu plus, quoi. Au moins. Personne entendu. Pardon, intervieweur 3. Et quand a-t-il été blessé par balle? Personne entendu. 1. Intervieweur 3. Quand a-t-il été blessé? Personne entendu. Il était blessé déjà, je crois, en octobre, novembre. Peut-être même un peu avant ça. Fin de citation. Donc, monsieur, pour que nous soyons clairs, le 16 décembre 2010, vous nous dites que le capitaine Zoloua n'était pas à son poste, c'est ça? Il était malade. Et donc, chez lui, il se soignait. Il était malade. D'accord. Alors, vous nous avez dit, le 28 mars, transcrit français, page 11, avoir quitté l'école de gendarmerie le 31 mars 2011. Je vous cite. Page 10, ligne 28, à la question. Au cours de la crise, je cite, au cours de la crise, quand êtes-vous parti de l'école de gendarmerie? Vous répondez page 11, le 31 mars 2011. Et vous ajoutez, toujours page 11 à la ligne 19, je cite, quand j'ai quitté mon poste, l'ensemble des stagiaires, élèves, gendarmes et officiers, on les a mis en congé. Les officiers, on a décidé pour leur propre sécurité, on les a donc mis en congé parce qu'on avait des informations précises que l'école était un objectif et que moi-même j'étais une cible. Fin de citation. Alors, monsieur, que vouliez-vous dire par l'école était un objectif? Cela veut dire que l'école était susceptible d'être attaquée. L'école était susceptible d'être attaquée en l'état des renseignements que nous avions à cette époque. L'école était susceptible d'être attaquée à tout moment. Par qui? Par ceux que nous affrontions, par ceux que les forces de défense et de sécurité affrontaient. D'accord. Que voulez-vous dire par moi-même j'étais une cible? C'est-à-dire, selon le même type, selon les mêmes renseignements, ma vie était en danger et j'étais susceptible d'être aussi attaqué, personnellement et individuellement. Par qui? Par les mêmes personnes que nous étions en train d'affronter.
Voulez-vous dire par là que les responsables des forces de défense et de sécurité étaient des cibles de leurs adversaires? Cela est d'autant plus vrai que dans la même journée du 31, peut-être même avant, ou le 30 ou le 31, le domicile du chef d'état-major des armées a été attaqué, saccagé. Il a dû se réfugier lui-même dans une ambassade à Abidjan, déjà le 31. Comprenons-nous bien. Vous nous dites que le 31, il y a eu une offensive qui s'est matérialisée, notamment par l'attaque des responsables des forces de sécurité. C'est ça? Je répète ce que j'ai dit. Le 31, j'ai eu des renseignements qui laissaient penser que j'étais une cible et que l'école était un objectif de la part de ceux qui nous attaquaient. Et dans la même journée du 31, j'ai été informé que le domicile du chef d'état-major, qui était situé à Yopougon, avait été saccagé et que le chef d'état-major lui-même s'était réfugié dans la même journée dans une ambassade à Abidjan. D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier le 31? Est-ce dans le contexte ou un changement de contexte explique-t-il ces attaques ou menaces d'attaque? Que le 31, la situation militaire avait évolué d'une manière qui n'était pas tout à fait favorable à nous. Dans la nuit du 30 au 31, toutes les unités, tous les détachements qui étaient au front sont tous repliés sur Abidjan. Le 31. Pourquoi? Sous la pression de l'ennemi, Pour qu'on comprenne bien, vous voulez dire que les détachements de l'armée ivoirienne ou de la police ou de la gendarmerie qui étaient dans l'ensemble du pays, parce qu'ils étaient attaqués, ont dû se replier à Abidjan le 31 mars? C'est ça que vous nous dites? le 31 mars, toutes nos forces étaient repliées sur Abidjan. Ma question, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils avaient été attaqués depuis un certain temps? Parce qu'ils avaient été attaqués, parce qu'ils subissaient une grosse pression et se sont tous repliés sur Abidjan. D'accord. Donc ce dont vous parlez ici, c'est une pression militaire, c'est ça? Évidemment. D'accord. Pression militaire de qui? De l'ennemi. La question, Monsieur le Président, c'est qui est l'ennemi? Question que je vous pose d'ailleurs, Monsieur le témoin. L'ennemi, c'est l'ennemi dont on parle depuis le début de cet interrogatoire. Faut-il que chaque fois je cite qui est l'ennemi? Je pense qu'on en a suffisamment parlé depuis que Madame le procureur m'interrogeait, depuis vous-même quand vous avez commencé. Donc, on s'entend très bien sous la pression de l'ennemi. Alors, monsieur, nous avons au dossier des éléments qui tentent à montrer que les forces gouvernementales ivoiriennes, à cette période-là, ont été attaquées
en dehors d'Abidjan, hein, je vous parle d'en dehors d'Abidjan, ont été attaqués, pas seulement parce que vous appelez l'ennemi, mais aussi par les forces françaises, et notamment les forces d'hélicoptères de combat françaises. Alors étiez-vous au courant de cela? On avait quelques informations à l'état-major, notamment au cours de la réunion du 30. Nous, on était à Abidjan. Nous, on était à Abidjan, mais les commandants des fronts faisaient parvenir ces renseignements-là au chef d'état-major. D'accord. Alors, repli des forces gouvernementales le 31 mars. À quel moment l'ennemi dont vous parlez atteint-il Abidjan? Je suppose qu'il était sur les talons des forces gouvernementales. Donc à quel moment atteint-il Abidjan? Après le 31, on ne faisait plus de réunion d'état-major. On était dispersés. Donc, le suivi militaire, je ne pouvais plus l'avoir. Le suivi des opérations militaires, je ne pouvais plus l'avoir. Qui est suivi militaire ou pas suivi militaire, s'il y a une attaque qui a lieu à 300 mètres de chez vous, vous la voyez. Donc ma question, à partir de quand l'ennemi dont vous parlez a-t-il atteint Abidjan? Mais ça, je n'étais plus en responsabilité. Je ne pouvais plus savoir, je ne pouvais plus avoir ce type d'information. Parce que quand on suit une opération, on peut avoir ces informations en temps réel parce que vous avez des hommes sur le terrain. Mais on n'avait plus de réunion d'état-major et donc je ne pouvais pas avoir ces informations. Si je vous dis des choses que je n'ai pas observées sur le terrain, ce ne serait pas honnête de ma part. Oui, oui, monsieur, je comprends bien ça. Et vous avez tout à fait raison de souligner ce qui vous paraît important et de distinguer ce que vous avez appris de ce dont vous n'avez pas été témoin vous-même. Mais justement, vous nous avez dit hier avoir observé, de là où vous vous trouviez, des colonnes de véhicules tirant par exemple des canons tractés, etc. Donc, c'était quand ça? C'était avant le 31, après le 31? Je précise que ces informations que je vous ai données hier datent d'après le 12 avril. D'accord. Bon. Alors, vous ne savez pas exactement quand ce que vous appelez l'ennemi a atteint Abidjan, d'accord, mais est-ce que vous savez qui composait les troupes ennemies qui ont atteint Abidjan à peu près à cette période-là? Je vais reposer ma question parce qu'avec le qui, nous avons une sorte de... Alors, comment étaient composées les troupes ennemies? De quel type de soldats ou de quel groupe, quelles unités, d'où venaient-ils? Enfin, vous voyez, si vous avez des informations, donnez-les nous, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'informations du moment, mais c'est beaucoup plus tard, après la crise, dans les discussions qu'on avait, qu'il a été dit que les gens qui venaient, il y avait les troupes des FRC, mais il y avait aussi, parmi ces troupes des FRC, beaucoup d'autres combattants qui ne sont pas forcément originaires de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des informations qui datent après la crise. D'accord.
Alors, ils étaient, d'après ce que vous avez entendu, ou ce que vous avez appris, ils étaient originaires d'où, ces combattants? De tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Est-ce qu'il y avait des dozos parmi les troupes ennemies qui ont atteint Abidjan à ce moment-là? Les dozos font partie des troupes de ceux qui nous attaquent. Donc, leur présence était connue depuis 2002. D'accord. Vous voulez dire que, toujours depuis 2002, parmi ceux qui étaient les rebelles et qui ont continué à vous attaquer les FDS jusqu'en 2010-2011, il y avait toujours des dozos, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire aussi, pour revenir sur ce que vous disiez il y a un instant, qu'il y avait toujours des combattants originaires de différents pays frontaliers ou limitrophes de la Côte d'Ivoire? Depuis le début de la crise, depuis 2002. Ça, c'est un fait constant depuis 2002. Donc la réponse, c'est oui. Oui. D'accord, merci. Pardon, hein, de temps en temps, je vous fais préciser les choses. C'est parce que, comme je vous le disais hier, dans quelques temps, nous reviendrons sur vos propos, mais qui auront été retranscrits. On aura perdu un peu l'ambiance, l'atmosphère. Et donc, plus on apporte de précision, mieux c'est, parce que moins il y aura place à l'incertitude, vous voyez. Alors, ces troupes ennemies dont vous parlez, qui viennent du nord vers le sud, vers Abidjan, à ce moment-là, à votre connaissance, se sont-elles rendues coupables de crimes lors de leur avancée du nord vers le sud, du nord vers Abidjan? Les seules informations qui étaient connues, qui étaient sur la place publique, c'est les faits qui sont déroulés à Diokoué. Toute la Côte d'Ivoire sait, même la communauté internationale sait, c'est les faits de Diokoué, Petit Diokoué, Itrozon, les massacres qui ont eu lieu là-bas. Ça, tout le monde sait. Mais ailleurs, je n'ai pas connaissance. À Yopougon, oui, il y a eu, selon ce qui a été dit par la suite, il y a eu des affrontements où il y a eu beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément des combattants ont été tués à l'entrée de Yopougon. Qui ont été tués par les forces ennemies dont vous parliez, c'est ça? Oui. D'accord. Vous pouvez nous dire un mot de Djouekoué pour qu'on comprenne de quoi il s'agit? Rapidement, hein, c'est pour nous situer les choses. Qui a attaqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles en ont été les conséquences? Les forces qui nous attaquaient à Djouekoué s'en sont pris aux populations. Et il y a eu beaucoup de tués. Les populations guerriers et il y a eu beaucoup de tués. Les maisons incendiées. Quand vous dites beaucoup de tués, est-ce que vous incluez dans ces tués des hommes, des femmes et des enfants aussi? Oui, ce n'est pas des combattants, c'est des populations qui habitaient dans leur village et c'est dans leur village que ces personnes ont été tuées. Donc là-dedans, ça comprend toutes les composantes de la population. D'accord. Tués. Alors,
vous nous avez dit par l'ennemi, certes. Est-ce que vous savez qui commandait les forces que vous appelez ennemies à Djouekoué au moment du massacre? Mais ces faits ont été suffisamment documentés par les enquêteurs de beaucoup d'organisations internationales. Et les noms qui revenaient régulièrement, c'est un ressortissant burkinabé, Ouérémi, c'est son nom, et sa troupe, et aussi un autre chef militaire de l'époque qui était en service à Mans, qui lui est ivoirien, et qui s'appelait Los. Et ça, ces informations sont disponibles de façon publique et a fait l'objet de plusieurs enquêtes de la communauté internationale. Et pour nous aider, est-ce que vous pouvez épeler les noms des deux chefs de guerre dont vous venez de parler? Madame Pack, à des fins de procès verbal, et je vous prie de m'excuser, j'interromps mon confrère, j'aimerais que l'on précise la période de temps. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis pour que ce soit très clair dans la transcription? Je ne suis pas sûr que ce soit une objection, parce que la question, chacun la pose comme il l'entend, et rien n'empêche mon estimé consoeur de demander d'une précision, par exemple, lors du réexamen. Elle peut le faire. En ce qui concerne ce dont nous parlons ici, le cadre temporel est très clair, puisqu'il s'agit de la descente des forces que le témoin appelle ennemies vers Abidjan en mars 2011. Ça me semblait extrêmement clair, et peut-être à d'autres aussi. Mais je peux, en effet, reposer la question au témoin si vous le jugez utile, Monsieur le Président. No. Le Président, je ne pense pas, mais c'est nécessaire puisque le témoin a dit qu'il s'agissait de faits qui relèvent du domaine public. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le témoin, rappeler à quelle époque cela s'est passé à Djouekoué? Je pense que je peux me tromper, parce que les dates, c'est toujours très, très difficile quand les faits se sont passés il y a si longtemps. Je pense que c'est en mars, avril 2011. Okay, thank you. Le Président, merci. Alors, aviez-vous eu des informations sur qui encadrait ces forces ennemies descendant du nord vers le sud, vers Abidjan, qui les avait organisées et qui avait conçu leur plan de marche? Je peux vous poser la question un peu différemment. Aviez-vous des informations sur l'implication française dans cette offensive du nord au sud de la Côte d'Ivoire? J'avoue que j'ai aucun élément factuel, objectif, pour faire ça. En dehors de ce que chacun disait. Mais moi, je ne peux pas, au nom de la vérité, je ne peux pas me fonder sur ce qu'on disait. Mais en tant que responsable militaire, je n'ai aucun élément factuel
pour affirmer ce que vous dites. Mais je précise, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le chef de guerre burkinabé Bourémi a été depuis interpellé par les autorités judiciaires et qu'il est aujourd'hui détenu. Merci. Alors, on va parler des communications radio. Ou plutôt, avant de parler de communications radio, je voudrais terminer sur ce que l'on disait tout à l'heure. On avait commencé en parlant de ce que vous nous aviez dit, que vous aviez quitté l'école de gendarmerie le 31 mars. Vous êtes parti le 31 mars, on est d'accord? Bon. Quand avez-vous évacué vos officiers et vos gendarmes? Les officiers qui sont restés à l'école quand on me conduisait, ma sécurité me conduisait pour me mettre à l'abri, se sont occupés de cela. Ce n'était pas à ma présence. Mais c'était dans la même journée du 31 mars. Donc l'évacuation a eu lieu le 31 mars, on est d'accord? En tout cas pour les élèves. D'accord. Alors, vous nous avez dit, c'est à la page 12 du 28, des transcrits français du 28 mars, que vous aviez laissé quelques gendarmes sur place pour que les lieux ne soient pas abandonnés. Alors, je vais vous citer pour que ce soit tout à fait clair. C'est page 12. Et je pense que c'est la ligne 1. Je cite. On a demandé à ce qu'un groupe d'éléments du SECOS un groupe vraiment restreint reste sur place pour assurer la sécurité de la caserne. Mais si d'aventure le rapport de force venait à changer en leur défaveur, en cas d'attaque, ils pouvaient décrocher. Ça, c'est les consignes qu'on a laissées. Et au cours de votre interrogatoire, un peu plus tard, le 29 mars, c'est à la page 44 des transcrits français, vous avez dit, ligne 16, le QG du SECOS, il y a des installations que nous faisons garder par un petit détachement de 5, 6, 4 hommes qui gardent l'entrée et les sorties et qui assurent la sécurité de ceux qui travaillent à ce QG-là. Fin de citation. Est-ce que l'on peut comprendre ou l'on doit comprendre de ces deux extraits que le 31 mars, vous avez laissé ce même petit détachement de, je cite, 5, 6, 4 hommes qui gardent l'entrée et les sorties avec consigne de quitter les lieux si jamais ils étaient attaqués? Est-ce que c'est ça? C'est les consignes. D'accord. Et c'était bien un petit détachement de cet ordre-là que vous aviez laissé? Affirmatif. D'accord. Très bien. Alors j'en viens maintenant aux communications radio. Le procureur vous a posé des questions sur le réseau radio du SECOS. Alors, notamment, le 27 mars, page 59-60 des transcrits français, page 60 des mêmes transcrits, et vous aviez indiqué, page 60, surtout utiliser le téléphone. À une question ligne 10,
Comment alors, je cite, ligne 10 de la page 60 des transcrits du 27 mars, je cite, « Comment alors, la plupart du temps, est-ce que vous communiquiez avec les commandants des secteurs du SECOS et vous répondez au téléphone ?» Question, le téléphone portable, vous répondez toujours. Bon, fin de citation. Je voudrais d'abord savoir, monsieur, concernant le matériel, si chaque patrouille ou chaque groupe d'intervention du SECOS, et vous nous avez donné, je crois, hier des informations très utiles, vous nous avez dit que les patrouilles, c'était 6 hommes, c'est ça? Oui. Si chaque patrouille ou chaque groupe d'intervention disposait d'une radio. Autant que faire se peut, on avait équipé nos différents véhicules de poste radio, dans la mesure où on en avait. Et aussi, on avait donné à chaque chef de détachement un poste radio, un mobile, émetteur-récepteur. Pour l'ensemble du groupe. Est-il juste de dire que vous manquiez de moyens de communication radio au SECOS? Ce n'est pas seulement le SECOS qui manquait de communication radio, c'est l'ensemble des forces, gendarmerie, surtout l'armée, qui n'avait pas les moyens de transmission militaire, tactique de terrain, et qui n'avait surtout pas de liaisons protégées. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des liaisons de radio, il faut, en opération, il faut que ces liaisons soient protégées. Qu'il y ait le moins d'intrusion possible. Est-ce qu'à votre connaissance, vos communications radio ou téléphoniques étaient écoutées par les services français? Je ne sais pas si c'était écouté par les services français, mais nos communications radio étaient susceptibles d'être écoutées par chaque utilisateur qui connaît un tout petit peu de l'électronique. Parce que les fréquences qu'on utilisait, c'est les fréquences qui étaient la plupart du temps faciles d'accès, avec un petit équipement à synthétiseur de fréquences. Tout le monde pouvait écouter nos réseaux, c'est-à-dire le réseau de la gendarmerie, le réseau de l'armée et le réseau du SECOS. D'accord. Avez-vous été informé d'un recrutement de mercenaires par les forces rebelles au Burkina au début de l'année 2010? Non. D'accord. La gendarmerie savait-elle que des groupes de combattants avaient été infiltrés à Abidjan avant ou pendant les élections présidentielles? Ce que nous savions, c'est que il y avait plusieurs détachements des FAFN qui étaient venus sécuriser les élections dans le cadre du CCI. Et ces unités, ces détachements avaient été pris en compte par l'état-major qui les a déployés au niveau des principaux lieux de vote à Abidjan.
Mais les infiltrations dont vous parlez, ben, c'était simplement un secret de polichinelle, puisqu'on savait à tout moment que ce type de choses étaient toujours possibles. Toujours possible. Ce n'est pas seulement en 2010, c'est depuis 2002 qu'on observait ces faits-là. D'accord. La gendarmerie savait-elle s'il y avait des caches d'armes à Abidjan destinées à des groupes rebelles à cette époque-là, avant les élections, pendant ou juste après les élections présidentielles? Il n'y a aucune idée de ça. Alors, vous nous avez parlé ces derniers jours de 3 réunions avec le président de la République en nous expliquant, page 95 des transcrits français du 29 mars, que à chaque fois que l'on est en face du chef de l'État, c'est le SEMA qui parle au nom de tous les militaires. Et je vais vous citer. C'était la ligne 8. Bon, je pense que l'interprète est prêt. Oui. Alors, pour nous les militaires, chaque fois que l'on est devant le chef de l'État, c'est le SEMA, c'est-à-dire le chef d'état-major, bien sûr. C'est le SEMA qui parle au nom de tous les militaires. C'est le SEMA qui parle au nom de tous les militaires. Fin de citation. Alors, ce que je voudrais vous demander, monsieur, c'est que vous nous expliquiez concrètement, matériellement, comment se passent ces réunions et combien de temps elles durent. Pour qu'on comprenne un peu, voilà, que vous puissiez illustrer un tout petit peu. Vous arrivez peut-être ensemble, peut-être pas ensemble, vous réunissez à la porte. Je suppose que le premier qui entre, c'est le chef d'état-major, qui se met à... Qu'on ait une idée, vous voyez? Your Honors, what is the question? Monsieur MacDonald, quelle est la question? Mon collègue suggère que de la manière dont ils se présentaient, etc., comment ils apparaissaient. Enfin, poser la question, le président. Bon, c'est un peu vague. Préciser ce que je souhaite obtenir, je donne quelques éléments possibles. Voilà, après, il appartient au témoin de dire ce qu'il a envie de dire, naturellement, pour nous expliquer comment ça se passait. Yes, you have exemplified, which was not really needed. Oui, enfin, ce n'était pas vraiment nécessaire de donner des exemples. Mais bon, monsieur le témoin, répondez, s'il vous plaît. Nous avons eu plusieurs catégories de réunions. Les rencontres qu'on avait avec le chef de l'État avant la crise, dans ce que j'appelle la période normale. Mais les rencontres que nous avons eues avec le chef de l'État pendant la période de la crise, c'était des rencontres dont l'objet était autour des opérations militaires. Et donc, c'est les militaires, par la voix du chef d'état-major, qui venaient pour faire le point de la situation militaire au chef des armées. Et pour ce faire, on avait une réunion préparatoire et le chef d'état-major qui lui conduisait les opérations, donc il n'avait pas besoin d'être briefé puisque c'est lui-même qui conduisait les opérations. Et donc, il réunissait toutes les informations militaires, tous les renseignements militaires de terrain. Et puis, il se faisait accompagner non seulement par les généraux, mais par les staffs respectifs de certains grands commandants
police, gendarmerie, et puis lui-même. Ils avaient des staffs un peu plus importants avec des officiers supérieurs des hauts rangs qui nous accompagnaient. Et donc, quand on nous installait dans la salle, le président entrait. Lui aussi, il était entouré de ses principaux collaborateurs, ses conseillers aussi. Et donc, il donnait la parole au chef d'état-major qui faisait le compte-rendu de la situation militaire. Voilà comment ça se passait.